Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Salam alaikum. Nous sommes au Salon international du livre d'Alger, 24e édition qui se déroule jusqu'au 9 novembre 2019 au Palais des Expositions des Pays Maritimes. Accès libre, notre émission sur Yves Post Algérie, sur la page Facebook de Yves Post Algérie, sur YouTube et sur Radio M. Nous sommes donc au Salon et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Selma Hallel, directrice des éditions Barzakh à Alger. Bonsoir Selma. Bonsoir Faisal. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors quoi de neuf aux éditions Barzakh cette année? Quantité de titres. Alors, ça va être un peu c'est un peu délicat comme situation parce que du coup, on se met à faire un peu l'article les titres qu'on peut retenir. Mais alors, peut-être commencer par l'une des invitées phares du salon, qui est la fameuse Elaine Morphy. Elaine Klein Morphy, américaine, qui... militante anticolonialiste. Militante anticolonialiste, militante qui a soutenu la cause des Black Panthers, Ouais. et qui, dans ses mémoires, parce que c'est pour ça qu'elle est ici, dans ses mémoires intitulées Alger, capitale de la Révolution, de France Fanon aux Black Panthers, revient sur sa trajectoire de vie et notamment son engagement en Algérie, la manière dont... lorsqu'elle était en France, jeune femme en France, elle a été absolument sidérée de constater combien les Algériens vivant en France étaient des citoyens de seconde zone et comment petit à petit elle s'est, aux alentours de 58, et comment petit à petit elle a pris fait et cause pour la cause algérienne. Et comment ensuite, à l'indépendance, elle est venue en Algérie, elle s'est installée en Algérie, elle a été journaliste, interprète. Comment dire, ces mémoires, je pense, fascinent les gens parce qu'on est frappé par la manière dont les lecteurs sont très curieux de lire ce texte. Ils fascinent les gens parce que je crois qu'ils ont besoin, les Algériens ont besoin de s'entendre raconter par une personne qui ne soit ni algérienne ni française. Oui, qui a un autre regard. S'entendre raconter leur histoire, Oui. et pas n'importe quelle histoire, l'histoire des années 70, Oui. dont on sait qu'elles ont été des années, en tout cas sur le plan international, des années glorieuses quant à l'image de l'Algérie. Et j'ai assisté à une rencontre de Elaine Morphy avec son public à Blida, et j'étais impressionnée par l'écoute attentive du public, les questions assez émerveillées posées à Elaine Morphy. Et je voyais là, réellement, un désir de s'entendre raconter quelque chose, Ouais. sur un ton extrêmement honnête. Je crois qu'ils savent tous gré à Elaine Morphy d'être dans l'honnêteté. Elle a quelque chose d'extrêmement intègre. Quand vous la rencontrez, vous comprenez que c'est une femme intègre qui a le souci, sinon de dire vrai, du moins de ne jamais rien dire de faux. Mais Hélène Mortifa a été obligée de quitter l'Algérie. Oui, elle a été expulsée d'Algérie Par dans des Boumediene. conditions absolument lamentables. Ouais. Elle le dit sans détour dans son texte, avec beaucoup de pudeur, mais aussi de clarté, qu'elle a été expulsée parce qu'elle a refusé de collaborer avec les services qui, à l'époque, l'avaient approchée parce qu'elle était une amie intime de Zohra Drif, Ouais. toute récente épouse de Ben Bella, qui était en résidence surveillée, et donc il lui demandait en fait de leur donner des informations sur les confidences que Zohra aurait pu lui confier, parce que donc Zohra vivait. C'est très beau d'ailleurs à entendre, à lire comme récit. Zohra, donc elle raconte le coup de foudre entre Zohra et Ahmed Ben Bella, et comment ils vivaient leur idylle en résidence surveillée. Mais quand elle quittait Ben Bella de sa résidence, elle réintégrait la vie civile. Et donc les services étaient soupçonneux et pensaient qu'elle, à juste titre sans doute, qu'elle était un émissaire de Ben Bella. Et donc ils ont demandé à Hélène de collaborer avec elle. Elle a refusé. Et donc Manu Militari l'ont expulsée. Hélène Mortifi sera invitée chez nous à Accès Libre. Son livre, le titre du livre, c'est Alger, capitale de la Révolution, de France Fanon aux Black Panthers. Et un autre livre qui paraît, je pense qu'il y a le livre de la traduction du roman de Rabia Jalti. Ça s'appelle Les ailes de Dabia. Voilà, alors ça c'est aussi un texte dont on est assez fier. C'est la première fois qu'un texte romanesque de Rabia Jalti est traduit de l'arabe vers le français. Le titre original c'est Hanoun ibn Na'na. C'est une traduction de Mohamed Sahaba, professeur de lettres à Oran. Et c'est un texte que j'aime beaucoup
qui est très audacieux, qui raconte la trajectoire de la dénommée Daouya, la radieuse, et qui met en scène donc une femme puissante qui a un don que je ne vais pas révéler. Oui, on laisse le lecteur le découvrir. Et qui va se retrouver confronté à la nécessité de sauver en fait la terre, le monde menacé d'un déluge. Et en fait, on suit cette femme au gré de ses pérégrinations. Elle rencontre quantité d'autres femmes qui ont toute la caractéristique d'être débattantes. Et je pense notamment à la fameuse El Khair, qui est une trabandiste. Et je trouvais que vraiment Rabia Jalti avait été extrêmement bien inspiré d'investir, de camper un personnage qu'on a tous en tête en fait. Le personnage du alors le trabandiste est un personnage, un archétype qui mérite de figurer dans la fiction. Et là, il s'agit d'une femme trabandiste qui donc sillonne notamment le Moyen-Orient, mais aussi les capitales européennes, à chaque fois pour faire du commerce. Hein. Et elle l'a décrit à merveille. C'est un personnage un peu qui aime se rouler dans la farine les gens, qui fait du relationnel en permanence, qui est toujours chez elle dans les aéroports, qui salue tout le monde, qui voyage en première classe alors qu'elle a payé son billet en deuxième classe parce que tout le monde est aux petits soins. Vous parlez avec passion du roman, hein. Les ailes de Daouya de Rabia Jalti. Et puis alors en plus il y a une dimension mais presque infime mais très finement menée, une dimension un peu fantastique. Qui n'est pas sans déconcerter le lecteur et en même temps qui crée comme ça un petit pas de côté. Je trouve que c'est une réussite et je pense que les lecteurs l'apprécieront. Il y a aussi une expérience, on va insérer la photo du livre après, qui s'appelle La Bise. Et le livre s'appelle déjà, c'est un petit livre, vraiment un micro-livre, on appelle ça un micro-livre. Oui, c'est un tout petit livre qui est encore plus petit qu'un livre de poche. Ouais. Alors hélas, on n'a pas un exemplaire ici. On va l'insérer après dans l'émission. Le titre est très beau, c'est Enjamber la flaque où se reflète l'enfer. C'est un texte, donc Souad Labise est une écrivaine algérienne qui vit en France depuis quelques années déjà. Et là, vraiment, j'aimerais insister sur l'acte militant qu'on a tenu à faire. C'est un texte qui est bilingue. Elle l'a écrit en français. Elle l'a écrit en français, mais il a été aussi traduit en arabe. Et donc l'édition propose les deux langues en un seul volume, un petit volume. Et j'ai rencontré, non pas l'auteur, mais l'éditrice en France de cette édition bilingue il y a quelques mois. Et je me suis dit, il faut absolument que le livre circule en Algérie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un livre qui raconte le viol. Ah, le viol. Souad Labise ne s'en cache pas. Elle raconte violée. enfin, elle a attendu plus de 60 ans, enfin en tout cas plus de 50 ans pour pouvoir oser parler de cet acte, de ce traumatisme primordial. Elle a été violée à 8 ans. Et ce qui est remarquablement dit, avec une pudeur infinie mais une très grande violence dans cet ouvrage, c'est que le plus grand mal qui lui a été fait, c'est que sa mère lui a intimé le silence. C'est-à-dire qu'au moment où elle a voulu dire à sa mère ce qui venait de lui arriver, sa mère lui a dit de se taire. Ouais. Et c'est le double traumatisme, si vous voulez. L'acte subi en lui-même et ensuite la nécessité de se taire. Et après, elle dit, avec infiniment de pudeur, mais beaucoup de clarté, elle dit qu'ensuite ça autorise tous les abus, parce que le sentiment de culpabilité est tellement violent que du coup, après, tous les êtres tentés d'abuser d'elle, que ce soit des attouchements, tout est permis. Tout est permis, oui. Mais parce qu'on ne l'a pas autorisé à dire, à raconter. À dénoncer, et à dénoncer. Le violeur. Et pourquoi j'ai pensé qu'il fallait... pourquoi je vous dis que c'est un acte militant? Parce qu'en fait, on a décidé de l'imprimer et de le distribuer gratuitement. Au salon. Ouais, au salon du livre. Peut-être plus tard aussi. On verra combien d'exemplaires il nous en reste. Parce que selon moi, c'est quasiment un manuel d'autodéfense. C'est-à-dire qu'elle évoque le large spectre des abus
que peut subir un individu, ça va au-delà de la femme. Hein. Ouais. Tout C'est le viol, oui. Tout être à la merci d'actes dominateurs, d'hommes, de personnes dominatrices, est susceptible de subir ça, de rencontrer, de vivre des situations de ce type. Et je crois qu'il est extrêmement efficace cet ouvrage, parce que quand vous le lisez, vous vous dites, il n'est pas question que je me laisse faire. Ah. Je me défendrai. C'est un appel à la résistance. C'est un appel à la résistance et c'est un manuel. Parce qu'en fait, elle évoque tellement de cas de figure que vous vous dites, en fait, mais j'ai déjà subi ça. J'ai déjà été... on sait bien combien les femmes subissent d'attouchements, par exemple, de harcèlement dans les transports publics, par exemple. Et donc voilà, je pense que toute personne qui lira cet ouvrage aura envie de ne plus se laisser faire, de ne plus se taire. Ça s'appelle Enjamber la flaque. Enjamber la flaque où se reflète l'enfer. Et donc c'est en bilingue. Et l'idée c'est vraiment... Et alors j'ai mandaté l'équipe sur le stand Balzac de tenir vraiment un discours militant au moment où il donne le livre. Et de ne pas se contenter de le distribuer aux femmes, même de les le hommes. Donner aux pères, aux frères. Ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne tout le monde. Il y a aussi une édition en arabe, on va parler brièvement. Vous avez, il me semble, 2 romans. Samir Qassemi, Salal Mtrollar, mais également Hamid Abdelkader qui s'appelle Rajoul fil Khamsi. L'édition, les romans en arabe, il n'y en a pas beaucoup dans cette année. Chez vous, à non, d'une manière générale, c'est vrai que de toute façon, Balzac est plutôt un éditeur de littérature de langue française. Mais bon, mais vous avez compris qu'il faut aussi aller vers la langue arabe. Ah, mais plus que jamais, plus que jamais. Mais j'ai envie de dire aussi, chacun son métier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éditeurs de qualité qui publient du roman en arabe. Et donc, nous, ce qu'on sait faire le mieux, c'est accompagner le texte en langue française. Donc il ne faut peut-être pas se disperser, même si on a conscience qu'il faut aussi proposer aux lecteurs du roman en arabe, mais on a plus de mal. Je pense que notre réseau à nous est plutôt un réseau qui va faire circuler de la littérature en langue française. Et donc on a plus de mal quand on publie des livres en arabe, on a plus de mal à trouver le lectorat. Il existe, hein, le lectorat existe, mais je pense que nos réseaux habituels, les réseaux vraiment rodés, avec lesquels on travaille aussi bien les cafés littéraires que les journalistes, sont plutôt francophones. On a plus de mal. Mais c'est vraiment résolument quelque chose qu'on voudrait renforcer. Après, ça demanderait plus de moyens, parce que avec Sofiane Hadjadj, qui est mon co-directeur, co-éditeur de Balzac dans la vie. Et qu'on salue. On est conscient qu'il faudrait, par exemple, en fait un directeur de collection. Oui. Parce que c'est un métier, c'est une disponibilité que nous n'avons pas. Et donc, il faut être tout le temps dans la recherche. Confier cette mission-là à quelqu'un. Et quels sont justement, il ne reste pas beaucoup de temps seulement, quels sont les textes qui vous intéressent généralement? Bon, on connaît un peu votre ligne depuis longtemps, beaucoup de littérature, beaucoup aussi d'essais, d'histoire. Quels sont les textes qui vous accrochent généralement? Alors, je pense que vraiment, de manière indubitable, on veut donner à entendre des voix, des voix singulières. Oui. Que ça soit dans la littérature, mais aussi dans les mémoires ou dans les essais. Et j'en veux pour preuve justement Elaine Mortfi, mais aussi Mortar Mortfi, qui est son mari, et qui quand même dans son livre « J'étais français musulman » revient de manière tellement libre sur sa trajectoire de vie jusqu'en 1962 et sur comment se fabrique une conscience, la conscience d'un enfant né à Berwaguiya sous la colonisation, et comment petit à petit cet homme va prendre conscience de l'injustice du système colonial, comment il va rejoindre le maquis, mais comment en Wilaya 5, cet homme fondamentalement libre va aussi se rendre compte combien le système entre frères peut être répressif, basé sur la terreur, etc. Et ne va pas craindre de dénoncer ceci comme cela. Enfin, tout type de système arbitraire. Oui. Et donc voilà, l'idée ce serait peut-être ça. Le dénominateur commun, ce serait de donner à entendre des voix qui ne tolèrent pas la soumission, en quelque sorte. Oui. Et qui sortent des sentiers battus, qui honnissent la langue de bois,
Aussi bien, donc voilà, dans le roman, quelqu'un comme Mustapha Benfodil, par exemple, propose dans le roman qu'on a publié, Body Writing, propose une espèce d'ovni littéraire qui fait en permanence un pas de côté par rapport à la doxa du roman. Mustapha a toujours une écriture particulière en matière littéraire. Il est dans l'expérimentation. Mais je pense, texte fragmenté. Texte fragmenté, je pense à quelqu'un comme Hamid Al-Ayashi. On a publié Matahat, et puis traduit ce texte qui s'intitule désormais en français Dédale, La nuit de la discorde, et qui est juste une espèce de roman génial, un peu monstrueux mais génial, qui revient quand même sur les années 90 en accolant comme ça des textes historiques, des textes journalistiques, en passant d'un registre de langue à l'autre, en jouant sur la langue coranique comme la langue dialectale, comme le raï, comme la poésie antique. Enfin, c'est vraiment ce type de voix qu'on cherche à mettre en valeur et dont on se rend compte ensuite, rétrospectivement, parce qu'on porte un regard qui dégage de la cohérence, dont vous n'avez pas forcément conscience quand vous acheminez comme ça, le nez dans le guidon, dont on peut dire qu'elle constitue un fond qui serait comme la réponse à la contre-histoire. La contre-histoire de ce fameux récit national monolithique où un seul peuple, un seul héros, le peuple uni, etc. Et alors tout d'un coup, vous vous rendez compte quand on lit Mortar Mortfi, quand on lit Mustapha Benfodil, quand on lit Hamid Al-Ayashi, quand on lit Adlan Mehdi, 1994, Kamel Daoud, autant de récits singuliers à échelle humaine, dans la subjectivité et qui mettent en scène des jeux, JE, qui donc permettent au lecteur de se fabriquer son propre rapport à l'histoire et au monde. Merci beaucoup Selma. On sait que vous parlez avec beaucoup de passion et on comprend bien la ligne directrice de Balzac. Il y a beaucoup de livres qui sont au Salon international du livre d'Alger. Ils seront en librairie. Vous avez une librairie qui s'appelle l'Arbre à dire à Alger. Enfin voilà, elle n'est pas la nôtre, mais c'est vrai qu'on a un rapport privilégié avec l'Arbre à dire et que c'est très confortable parce qu'on peut y organiser des rencontres sans avoir à arpenter à chercher des partenaires. Voilà. Il y a même des restaurants pour ceux qui veulent lire des livres et manger également. Oui, alors en général, les gens qui achètent des livres vont prendre un thé, mais ceux qui consomment au restaurant vont rarement à la librairie. Donc la circulation... Ça nous donne une idée déjà. Merci Selma Helal, vous êtes directrice des éditions Balzac. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Accès Libre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous suivre. À très bientôt, toujours au Salon international du livre d'Alger. Au revoir. Merci.